Dans l'actualité de cette mi-journée, le Burkina se prépare actuellement à Madrid pour convaincre la communauté internationale sur la nécessité de contraindre les pays pollueurs à soutenir les populations vulnérables, celles qui subissent les effets néfastes des changements climatiques. Nous serons tout à l'heure à la tribune de la COP25. Également à la une, le cri de cœur des personnes en situation de handicap dans un contexte sécuritaire difficile. Comment mettre en œuvre les engagements du président du Faso en leur faveur? On en parle ce 3 décembre, 26e journée internationale des personnes en situation de handicap. En sport, football, les étalons sans le pit. Il faut désormais y croire. Jonathan Pitroipa annonce officiellement la fin de sa carrière internationale. La raison, il nous la dira dans une quinzaine de minutes. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Juste après l'ouverture de la COP25, le ministre burkinabé en charge de l'environnement s'est entretenu avec les membres de sa délégation qui ont fait le déplacement à Madrid. Ensemble, ils ont revisité les dossiers à défendre à la tribune, car le Burkina subit aussi les effets néfastes des changements climatiques et cette COP25 donne l'occasion d'exiger des pollueurs une compensation en vue de soutenir les populations vulnérables. Le point de la rencontre avec nos envoyés spéciaux à Madrid, Jean Zongo et Mounira Kéré. Les enjeux sont énormes et les délégués nationaux à la COP25 en sont conscients. Il faut relever les défis, celui d'user des bons arguments pour convaincre les pays industrialisés à revoir à la hausse leurs engagements de réduire de façon significative l'émission de gaz à effet de serre. Les délégués burkinabés, en synergie avec ceux des autres pays les moins avancés, vont surtout devoir amener ces mêmes pays industrialisés à augmenter leurs engagements financiers visant à soutenir les populations vulnérables dans leurs besoins de résilience face aux effets néfastes des changements climatiques. Nous subissons les impacts négatifs des changements climatiques. Pour ce faire, il faut s'adapter aux effets des changements climatiques, renforcer les résiliences des communautés face à ce phénomène qui est vraiment très préoccupant à l'échelle mondiale. Et également, il y a les questions de finances que nous allons essayer de voir comment mobiliser les ressources pour venir financer les projets qui puissent renforcer la résilience des populations, réduire les vulnérabilités au changement climatique. Pour l'atteinte des objectifs, une mise au point s'avère utile. Qui convaincre, où le trouver et quelle stratégie mettre en œuvre? Le ministre en charge de l'environnement et ses proches collaborateurs donnent des directives. Pour maximiser, avoir une bonne participation de Burkina Faso, faire une meilleure répartition de l'ensemble de ces délégués dans des différentes thématiques afin que chacun puisse apporter sa pierre aux discussions pour que nous puissions voir à la fin quels ont été les points saillants de cette COP, quelles ont été les grandes orientations, quelle a été la part également en termes de contribution de Burkina Faso. La délégation burkinabé a 12 jours pour faire valoir ses compétences de bon négociateur afin que le Burkina puisse tirer le meilleur de cette rencontre internationale sur le climat qui se déroule du 2 au 13 décembre à Madrid. Retour au Faso pour parler sécurité. Les forces vives de la région de Cascades ont tenu une assemblée générale dimanche à Banfort en présence d'une délégation gouvernementale porteuse d'un message du chef de l'État. Un message d'invite des populations à resserrer les rangs dans la lutte contre le terrorisme. Drissa Traoré et Kadou Roumenki, compte rendu. À l'appel du président du Faso, les forces vives de la région des Cascades répondent par l'affirmatif. Oui, pour apporter leur contribution au renforcement de la résilience locale des populations face à l'insécurité et au raffermissement de la cohésion sociale. Le gouvernement attend que la population réponde de façon massive à l'appel du président du Faso, son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, l'appel qu'il a lancé le 7 novembre passé. Et cet appel-là, c'est pour non seulement le recrutement de volontaires en vue de défendre notre patrie qui est en danger. On attend que les textes soient validés parce que c'est un processus et ça a été lancé, on est au courant, on s'apprête et je pense que la jeunesse s'est engagée. Cette assemblée générale est l'expression d'un sursaut collectif et patriotique afin d'œuvrer pour l'unité nationale et la cohésion sociale. Le gouvernement met 20%
de son budget à soutenir l'effort de guerre. Pour un pays comme le nôtre, on ne devrait pas dépasser 5% parce que c'est énormément de chantiers. Et 20%, c'est beaucoup d'infrastructures en moins. On va renoncer pour soutenir l'effort de guerre. L'enjeu est de taille et pour bien se faire comprendre par la population, le chef de la mission gouvernementale s'exprime ici en langue locale djoula, comme quoi la situation sécuritaire est inquiétante et l'urgence d'une réaction populaire est nécessaire. Nous venons de l'apprendre. 2 positions de nos forces de défense et de sécurité ont été la cible d'attaques aujourd'hui même par des océans armés. Il s'agit des détachements de Ban dans le Sahel et Touéni dans la boucle du monde. Le bilan de ces 2 attaques fait état de 3 soldats décédés, 7 blessés, tous évacués et pris en charge. Du côté ennemi, une vingtaine d'océans ont été neutralisés et du matériel récupéré, dont de l'armement et des motos. Et puis à l'occasion de la cérémonie officielle de la nuit de l'anticorruption placée sous le très haut patronage du président du Faso, président du Conseil des ministres, la direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées demain mercredi 4 décembre à partir de 19h dans la salle des banquets de Ouaga 2000. L'heure limite d'arrivée est fixée à 20h30. Suite de ce journal, je le disais en début, ensemble pour redonner espoir aux personnes en situation de handicap. Leur situation n'est guère reluisante, surtout dans un contexte sécuritaire que l'on sait fragile. Qu'en est-il des engagements pris par le président du Faso en leur faveur? On en parle ce 3 décembre, 26e journée internationale des personnes en situation de handicap. Paul David Bambara, Estelle Judith Assogba. Abdul Razak Napon est un handicapé moteur. Il a quitté depuis le haut pour prendre part à la célébration de la 26e journée internationale des personnes handicapées. Il est aujourd'hui en grande partie satisfait du processus de la mise en œuvre des engagements pris par le président du Faso lors du Forum national des personnes handicapées tenu en 2018. On a délivré les cartes d'invalidité pour les personnes handicapées. Ça va beaucoup soulager beaucoup d'entre nous. L'année passée, ils ont octroyé 200 000 francs à des personnes handicapées pour des activités génératives de revenus. Je pense que c'est déjà un pas. Cependant, beaucoup reste encore à faire. Comme lui, ils sont nombreux qui viennent des 13 régions du pays pour se faire entendre dans l'espoir de voir la résolution totale de leurs préoccupations. À cette tribune, le principal sujet est l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées. C'est également, à travers les échanges avec les différents acteurs, inciter les partenaires techniques et financiers à orienter leur intervention en prenant en compte le handicap, que les personnes handicapées qui sont en tout cas dans les camps de déplacés puissent trouver une résilience nécessaire et ainsi participer au développement de notre pays. La célébration de cette 26e édition sera marquée par un panel sur le thème de la journée. L'objectif est de susciter le respect des engagements pris par le président du Faso lors du Forum national des personnes handicapées. L'assurance maladie universelle, on en parle. Est-ce une réalité au Burkina? En tout cas, on en est à la phase concrétisation de cette politique sanitaire initiée par l'État. La Caisse nationale d'assurance maladie universelle a réuni les leaders d'opinion à Bobo Dioulasso. Ils auront pour mission d'enrôler 5000 personnes indigentes concernées par l'assurance maladie dans la région des Hauts-Bassins. Consonu Milogo, Amadou Lougué. C'est peut-être la fin d'une longue marche vers la mise en œuvre effective du régime d'assurance maladie universelle, une politique sanitaire adoptée par l'État. Il est prévu pour la première phase à partir de ce mois de décembre, la couverture d'un peu moins de 5000 personnes, 4900 personnes précisément. Et ce sont des personnes qui seront prises en charge entièrement et exclusivement sur le budget de l'État. Donc aucune cotisation n'est demandée aux bénéficiaires. Ces bénéficiaires qualifiés de personnes indigentes, c'est-à-dire très pauvres, leur nombre est estimé à environ 70 000 personnes pour l'ensemble des 4 régions pilotes qui portent la première phase de l'assurance maladie universelle au Burkina Faso. Une personne indigente est une personne qui n'a aucune ressource financière propre.
à même de supporter ces dépenses de santé et qui n'a pas de soutien exogène pour la prise en charge de ces dépenses de santé. Lorsqu'on remplit ces deux critères, on rentre dans l'indigence et on est pris en charge par l'État. En réunissant ces leaders d'opinion à Bobo-Dioulasso, la Caisse nationale d'assurance maladie veut aussi leur confier une mission essentielle, repérer et enrôler toutes les personnes indigentes de la région de Haut-Bassin. Le 11 décembre, c'est pour bientôt en tout cas le jour J pour Tengourgou 2019. En attendant donc escale dans le Kouritenga, l'une des 3 provinces de la région du centre-est, un véritable carrefour d'échanges commerciaux avec une population estimée à plus de 300 000 habitants. Le Kouritenga, une province aux multiples potentialités avec toutefois des défis à relever. C'est un reportage de Nomba Kouda et Issia Kanana. Avec une population estimée à 329 979 habitants, selon le recensement général de la population en 2006, le Kouritenga est l'une des 3 provinces de la région du centre-est. Créée en 1984, la province compte 9 communes, dont 2 urbaines, Poitenga et Koupela. Et Koupela, le chef-lieu de la province, se présente comme une ville cosmopolite. On parle d'ethnies, une soixantaine. Toutes ces ethnies se retrouvent donc dans notre province. Que vous prenez les populations de l'ouest, notamment dans la zone de Bobo-Dioulasso, Banfora, le sud-ouest, on les retrouve au niveau de notre province. On note une présence d'une importante communauté étrangère dans notre province, spécifiquement dans les communes de Puitenga et de Koupela. Limité à l'est par la province du Gourma, à l'ouest par la province du Ganzourgou, au nord par le Namentenga et au sud par la province du Boulgou, le Kouritenga, de par sa position géographique, constitue un carrefour d'échanges commerciaux. Il y a 2 routes internationales, notamment la RN16 et la RN4, fait que la majeure partie de la fret en direction des pays comme le Mali, le Niger et le Burkina Faso transite donc par notre ville. D'où l'économie est très frisée. Nous avions essentiellement des marchés. Un grand marché à bétail d'envergure sous-régionale au niveau de la commune de Puitenga et de Koupela. On a également un grand marché de céréales au niveau de la commune de Puitenga. Nous avions des barrages dont le plus important est le barrage de Itengue qui est situé à cheval entre la commune de Puitenga et la commune de Koupela. Le désenclavement de la province, la réalisation d'infrastructures scolaires, sanitaires et marchandes demeurent cependant des défis pour le Kouritenga. Nous avions un projet, je crois que c'est un projet gouvernemental, la réalisation d'une usine de fabrication d'engrais et nous attendons beaucoup. Le vivre ensemble, la solidarité, la cohésion sociale sont le socle d'un développement harmonieux durable et les premiers responsables de la province appellent les fils et filles du Kouritenga à l'union. De nouvelles infrastructures au profit des universités Norbert Zongo de Koudougou et Ouagadougou, fruit de la coopération entre le ministère en charge de la recherche scientifique, la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique et le Fonds de l'OPEP pour le développement international. Un amphithéâtre et des unités de formation et de recherche en sciences et techniques sont entre autres infrastructures réalisées pour plus de commodité dans nos universités. Le point en image avec Roger Kam et Adama Koulibaly. Le ministère en charge de l'enseignement supérieur et ses partenaires que sont la BADEA et l'OFIT font le point de leur réalisation. Il s'agit de la construction d'une unité de formation et de recherche en sciences et techniques comportant 4 laboratoires, des salles de cours, un bloc administratif et d'une cité de plus de 1500 lits à l'université Ouagadougou. D'autres infrastructures de même type, en plus d'un amphithéâtre de 300 places et d'un centre de calcul, sont en cours de réalisation à l'université Norbert Zongo de Koudougou. Nous avons trouvé là des partenaires de choix et qui également mettent un point d'honneur à faire de la qualité au niveau des infrastructures, d'accélérer tous les processus pour que dans des délais très rapides, donc, les chantiers lancés puissent donc se réaliser. Un appui, selon les responsables de la BADEA et de l'OFID, qui vise à soutenir le Burkina dans son processus de développement à travers le renforcement du capital humain. We are an OPEC fund on behalf of
Nous, au fond de l'OPEP, nous voudrions, enfin, de quelque sorte, continuer cette collaboration et approfondir cette collaboration avec le Burkina Faso, qui est un de nos partenaires privilégiés. Nous voudrions aussi, en quelque sorte, vous informer que nous allons continuer sur cette lancée. La lancée serait de continuer de construire d'autres universités, parce que nous tenons beaucoup, et c'est très important, de garder l'humain au centre. L'ensemble de ces réalisations s'élève à près de 30 milliards de francs CFA, dont 12 pour Ouaga 2 et 18 pour l'université Norbert Zongo. Pour leur action dans l'aboutissement de ces différents projets, 4 personnes ont été décorées, dont 2 chevaliers de l'ordre de l'Étalon et 2 chevaliers de l'ordre des Palmes académiques. Autre point de l'actualité, difficile pour les jeunes d'entreprendre sous nos cieux. Les financements font défaut, mais pas seulement, car en Afrique, les jeunes opérateurs économiques sont sans coach pour des appuis conseils. La clé de la réussite en entrepreneuriat, l'association pour la promotion des jeunes opérateurs économiques accepte volontiers les offrir aux plus ambitieux, car selon elle, on peut bien entreprendre sans financement. Urbain Bintou Sommet, ici à Canada. Susciter aux jeunes l'envie d'entreprendre sur des bases réalistes et avec peu de moyens. L'idée est au cœur des ambitions de l'Association pour la promotion des jeunes opérateurs économiques, APJOE. Elle veut apprendre à la jeunesse à identifier les bons investissements et à les doter de repères à même de les guider. D'où ce panel sous le thème « Leadership entrepreneurial, comment entreprendre sans financement ». Chacun est assis, il attend des parents, il attend de l'État, il attend autour de lui, il veut qu'on l'aide, on le pousse. Alors que lui-même, il a un potentiel. Et c'est ce potentiel-là que nous avons découvert. Nous voulons communiquer aux jeunes que lui-même, en venant au monde, il peut déjà faire beaucoup de choses. Éveiller chez les jeunes tout le potentiel qui sommeille en eux, c'est donc tout le sens de cette conférence. Un rendez-vous du donner et du recevoir au cours duquel les participants seront outillés sur le module du leadership et celui de l'engagement personnel. J'ai commencé tout petit pour vendre le tissu. Vous voyez, petit à petit, bon... On a commencé pour aller à Lagos. Après Lagos, on a commencé pour aller en Chine. Petit à petit, moi je suis devenu industriel. Aujourd'hui, les enfants là, pensent qu'ils peuvent dormir, se lever avec, tu vas avoir le fonds. Il faut commencer tout petit. Petit à petit, là, tu vas gagner. Créée en 2006, l'Association pour la promotion des jeunes opérateurs économiques APJOE fait de la promotion du secteur privé son cheval de bataille. Son ambition principale, créer un cadre afin de permettre à la jeunesse burkinabé de s'auto-employer. Les enjeux de la participation des jeunes aux instances de décision en attendant le quitus de la représentation nationale, l'avant-projet de loi portant quota de jeunes à l'égalité de genre aux élections législatives, municipales et aux autres postes électifs et nominatifs fait l'objet d'un atelier pour amendement en vue de son adoption. Plus de précisions avec Adama Guiti et Oumou Sissé. Malgré l'engagement du Burkina à promouvoir la participation politique des jeunes, ceux-ci sont toujours cantonnés au rôle de mobilisateurs, d'animateurs et d'électeurs. Et c'est pour inverser la donne qu'un avant-projet de loi portant quota de jeunes à égalité de genre aux élections législatives, municipales et aux autres postes nominatifs et électifs est en phase d'amendement. Alors déjà, c'est nous qui animons la vie politique, c'est nous qui constituons la grande partie de la mobilisation et la force en tout cas de travail. Nous pensons donc que pour un pays où la population est à moitié jeune, il faut que les jeunes puissent prendre à bras le corps leurs responsabilités pour que dans la prise de décision les concernant, ils puissent être représentés. Et cette rencontre est le lieu idéal pour échanger avec les élus nationaux sur le bien fondé de cet avant-projet de loi. Cette loi est de l'initiative de la jeunesse et nous devons tous contribuer à l'améliorer afin que les jeunes se sentent beaucoup plus impliqués dans le jeu politique. Après amendement, cet avant-projet de loi sera remis au président de l'Assemblée nationale. Il est également prévu une phase de sensibilisation et de plaidoyer auprès des partis politiques pour avoir leur pleine
adhésion. Revue de presse à présent à lire à la une des journaux ce mardi, la reprise des négociations entre le gouvernement et les syndicats, la décoration du chef du gouvernement et la consternation suite à l'attaque de l'église protestante de Antoukoura dimanche dernier dans la région de l'Est. Revue de presse signée Amadou Marcelto. À la une du journal Le Quotidien, négociation gouvernement-syndicat vers une reprise du dialogue. Le journal se fait écho de la rencontre d'hier entre le Premier ministre et les responsables de l'Union d'action syndicale. Pendant que le gouvernement souhaite que les discussions reprennent dans ce mois pour finir avant la fin de l'année, la partie syndicale se veut prudente, il reste sur sa proposition en attendant de consulter la base, explique le journal. En attendant, des documents ont été transmis à l'UAS pour examen en ce qui concerne l'annulation de l'UTS sur les primes et indemnités, révèle aujourd'hui au Faso. Il s'agit entre autres des propositions du gouvernement en matière d'application de l'UTS. Le journal Le Pays se veut clair sur le sujet. La proposition de la partie syndicale, c'est l'annulation de l'UTS sur les primes et indemnités dans le privé et le parapublic. L'UAS tient donc à ses préalables. Et pour mieux gérer ces préalables, le chef du gouvernement a été élevé hier à la dignité de grand officier de l'ordre de l'étalon, conclut Le Pays. Mais pour le journal de tous les Burkinabés citoyens, cette médaille ne fait pas perdre de vue au Premier ministre la réalité du pays, tout comme ses autres confrères. Une réalité relative à l'insécurité, estime la plupart des parutions. Aussitôt décoré, Christophe Dabiré dans Sidoya traduit la compassion du gouvernement à la Fédération des Églises et Missions évangéliques FEME. Cela suite à l'attaque de l'église protestante dans l'est de Burkina dimanche dernier en plein culte, selon Aujourd'hui au Faso qui publie la liste des 14 victimes, dont des enfants de moins de 15 ans. Une nouvelle église d'à peine 20 membres soutient le journal Le Pays. Dans le registre sport, football, je l'annonçais, Jonathan Pitroipa, l'international burkinabé, met fin à sa carrière. Annonce faite hier sur sa page Facebook. Il raccroche alors le maillot du 11 national. L'étalon cesse ainsi son galop sur la pelouse. Hommage tout mérité, Jonathan Pitroipa, que nous avons joint tout à l'heure au téléphone pour connaître davantage les motivations de son retrait de l'équipe nationale. Un appel téléphonique réalisé par Mahamadi Wina. Ça faisait un moment que j'avais déjà pris ma décision. J'étais déjà passé à la TV au mois de juin en été. Et c'est comme je le disais, c'est vrai que c'est une décision difficile, mais c'est mon choix à moi parce que voilà, j'ai été beaucoup réfléchi et puis bon, c'était le bon moment pour moi. Et au tout début, j'avais envie quand même d'accompagner un peu le coach Malo parce que voilà, pour moi c'était un honneur d'être coaché par un entraîneur local. Donc l'idée c'était aussi de l'accompagner pour qu'on commence les études là-bas. Et normalement, en fin de cette année, j'avais décidé quand même de l'annoncer. Voilà, donc c'est ce qui s'est fait hier. Donc maintenant, le plus important, c'est que voilà, il faudrait qu'on continue à travailler tous ensemble pour accompagner surtout le coach et puis les joueurs qui sont là, les plus jeunes. Et puis, moi, je pense qu'il ne faudrait pas que ma décision influence aussi le reste des anciens qui sont là, parce que voilà, comme je l'ai dit, c'est un choix personnel. Et pour moi, c'était important de prendre une décision à la fin de cette année. Voilà, vous venez juste de suivre Jonathan Pitroipa, l'international burkinabé qui met ainsi fin à sa carrière. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, même heure, sur la télévision du Burkina.